pour moi, mon frère, c'est important aujourd'hui de montrer au monde que c'était le meilleur d'entre nous, tu vois? Honnêtement, c'était lui, i s'il y en avait un qui devait partir, c'était moi, c'était pas lui, tu vois? Et aujourd'hui, moi, ça me fait souffrir de me dire: «Je suis encore là», alors que lui, il est parti et c'était lui le mec bien, en fait, dans l'histoire. Il y a des sports qu'on pratique pour le plaisir, et puis il y a des sports qui arrivent au bon moment, qui deviennent un refuge, une raison de se lever. Pour Jawed Ismaili, le tennis, c'est ça. Derrière les vidéos, le parcours de joueur amateur, il y a une histoire bien plus profonde, celle de quelqu'un qui a traversé des épreuves difficiles, dont la perte de son frère, et qui a notamment trouvé dans ce sport, le tennis, un chemin pour tenir et pour avancer. Aujourd'hui, cette folle aventure sur les réseaux sociaux qu'il mène depuis environ 4 ans lui a permis de vivre des choses assez incroyables, vous allez le voir. Aujourd'hui, Jawed nous ouvre cette histoire. Bienvenue dans Entre les lignes. Salut Jawed. Salut, très content d'être là, merci de me recevoir, franchement, c'est top, hein. Merci d'être monté sur Paris pour enregistrer ce podcast avec moi. C'est grâce à toi que c'est possible, hein, donc franchement, merci. C'est un plaisir, en tout cas, franchement. Donc toi, tu es créateur de contenu sur les réseaux sociaux, notamment, parce qu'on va voir que c'est pas que ça, mais Non. voilà. En préparant le podcast hier, j'ai regardé un peu ton nombre d'abonnés, donc je vais pour faire un petit point. Donc tu as 15,7 000 abonnés sur Instagram, 12,1 sur YouTube, 16,5 sur TikTok et 6,6 sur Facebook. On va parler un peu de ton aventure sur les réseaux, de ton histoire avec le tennis. Et avant, j'aimerais juste te poser une question. Qu'est-ce que représente le tennis pour toi aujourd'hui et qu'est-ce que tu ressens quand tu joues au tennis ? Le tennis, pour moi, aujourd'hui, c'est simple. En fait, c'est toute ma vie aujourd'hui. Comme tu l'as dit, j'ai un boulot aussi à côté, forcément, mais ça représente quand même toute ma vie. C'est-à-dire que tout tourne autour du tennis. J'ai vraiment organisé toute ma vie autour de ça aujourd'hui. Alors, je suis pas un joueur professionnel, mais en tout cas, ça prend une énorme place aujourd'hui et c'est essentiel. Ça m'a sauvé à un moment donné, on en parlera, je pense, mais aujourd'hui, ça représente tout, quoi, tout simplement. Et quand tu joues, qu'est-ce que tu ressens ? Quand je joue, j'ai énormément de plaisir, forcément, tu vois, parce que c'est un sport qui est quand même difficile, donc il faut prendre du plaisir sur ce terrain avant tout. Sinon, franchement, on n'y rentre pas parce que c'est quand même vraiment dur. Mais parfois, ça me met dans des états dingues parce que je m'investis à 300% et je le montre aussi sur les réseaux, je montre tout, je suis assez honnête là-dessus. Mais à la base, c'est quand même énormément de plaisir, il faut le dire. Je prends un vrai pied à être sur le court de tennis, clairement. Alors, à la base, le tennis, c'est quelque chose qui te semblait inaccessible quand tu étais plus jeune, notamment, parce que tu es issu de banlieue parisienne et que tu voyais que c'était un sport cher. Et voilà, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé justement et comment ensuite tu es arrivé à pouvoir un peu plus jouer? Ben, en fait, comme tu le dis bien, c'est simple, moi je viens de banlieue, j'ai grandi dans le 95, dans une cité de Franconville. Et c'est vrai que ma mère nous a élevés toute seule, on était 2 garçons. Elle avait pas forcément les moyens, elle a fait ce qu'elle a pu. Franchement, elle nous a vraiment élevés dans de bonnes conditions par rapport à ce qu'elle a pu vivre comme difficultés financières, trouver un boulot, et elle a été seule, hein, mon père n'a jamais été présent. Donc en réalité, c'est un sport qu'on n'a jamais envisagé. Moi, j'ai fait du foot parce que c'était un sport, bon, forcément, on voulait jouer au foot, on aimait le foot. C'est le sport le plus accessible quand tu as pas d'argent, tu as un ballon, tu joues partout. Même à la maison, on jouait au foot, tu vois, on prenait des ballons, des papiers, tu vois, du papier, on en faisait une boule et on la scotchait et c'était notre ballon de foot, tu vois. Ouais, bah, c'est universel, hein, de toute façon, Tout le monde je faisait pense que ça. tout le monde a fait ça. Moi, je faisais avec des chaussettes. Avec des chaussettes, par exemple, mais de ouf, tu vois. Donc, au tennis, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut une raquette, il faut une balle, il faut un court de tennis, faut un filet, tu vois. Donc, ça te demande déjà beaucoup plus de moyens. Et ouais, non, c'était inenvisageable en termes de chiffres. Le foot, c'était 180 € la licence l'année par enfant. Et tu avais trois fois par semaine, tu avais 2 entraînements plus le match. Le tennis, c'était 300 € juste l'adhésion au club. C'est-à-dire que tu as juste accès aux cours, le cours dans le sens avec un T, les terrains, mais t'as pas les cours avec le prof, tu n'as pas les matchs, tu vois, tu dois payer les tournois derrière, etc. C'était juste impossible. Donc la question se posait même pas. On n'osait même pas en parler à notre mère. C'était impossible. Mais ça nous a toujours titillé, tu vois, avec Roland Garros à la télé, etc. Donc j'avais pas les moyens, mais j'en rêvais quelque part. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as joué, où tu as touché une raquette? La toute première fois, c'était pendant Roland, jouer avec mon petit frère. C'est pour ça que mon frère, il a un vrai rôle dans cette aventure. C'est que pendant Roland, qui est passé sur France TV, parce que nous, on n'avait pas les moyens, on n'avait pas les chaînes, donc c'était France TV ou rien. Donc c'était Roland ou rien, finalement.
Mais finalement, est-ce que c'était pas le mieux, ton Ouais, rêver, ouais, c'était la belle époque, on finalement, va c'était dire. Ouais. incroyable, tu vois. Et on a eu la chance en plus de grandir dans une belle génération. Gaël Monfils, Joe Wilfried Tsonga, donc tu vois des mecs en plus qui nous ressemblaient, tu vois, en termes de, tu vois, ça grandit. Enfin, c'est des gars. Rien que le fait qu'ils soient des blacks, tu vois, moi, Ouais, ça me ouais, parlait, tu vois. tu Moi, je suis t'identifies, quoi. rebeu. Donc, Et complètement. Je ouais. me dis putain, mais en fait, c'est des mecs à qui on s'identifiait facilement, quoi. Et pendant ces matchs-là, pendant ce tournoi, cette période, on avait envie de jouer au tennis. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on allait dans ce qu'on appelait City Stade. C'était un parc avec un terrain multisport et à côté, il y avait un terrain de basket. Il n'y avait plus de filet, tu vois, parce que les grands du quartier ils cassaient tout, tu vois. Et en fait, on s'était pris un petit filet Artengo à 10 balles à l'époque et des raquettes en plastique, c'est les raquettes en plastique jaunes là avec la balle en mousse, et on se faisait notre Roland à nous, en fait. On se prenait pour Nadal, Federer, Tsonga, mon fils, et on kiffait, quoi. Et il nous fallait que ça pour nous croire sur le central de Roland. Donc c'était vraiment un kiff. Et c'est mes premières fois au tennis, en fait, sans même comprendre les règles, sans même. Et après, c'était aux jeux vidéo. Tu vois, on jouait. Les Top Virtua Spin. Tennis, Top Spin. Virtua Tennis, Ouais, exactement. Et on arrivait à toucher un petit peu, on se faisait nos matchs en 5-7 et tout. C'était super, quoi. C'était vraiment un kiff. Et dans ta vie, d'après ce que j'ai compris quand on a échangé un peu par téléphone avant de faire ce podcast, 2022, ça a été une année charnière importante dans ta vie pour 2 raisons. Alors on va commencer par la première, ensuite on fera la deuxième. La première, c'est que tu as vécu un moment hyper difficile avec la perte de ton frère et la séparation avec Mon ton ex-compagne, la mère de mon compagne. fils, ouais. Ça t'a fait tomber, tu m'avais dit, dans une dépression début 2022. Ouais, l'année 2022, c'est la pire année de ma vie, hein. C'est aussi simple que ça. En vrai, avant 2022, j'avais une vie qui était un peu, enfin, même si évidemment j'ai grandi en banlieue, on peut sortir le storytelling, tu vois, où j'ai grandi en banlieue et je m'en suis sorti parce que j'étais gendarme, donc c'était quand même une belle réussite déjà de sortir de là, parce que la cité, on a des vices qui sont facilement accessibles, hein, la drogue, voilà, la violence. Honnêtement, ça faisait partie de mon quotidien, hein. On a tout vu quand on était jeune, dans notre quartier. Donc déjà d'être gendarme, c'était une consécration, même pour ma mère, une vraie fierté, donc déjà ça. 2022, c'est vrai que donc avant ça, ouais, ma vie elle est tranquille. Et là 2022, c'est une année où ouais, je perds mon frère, mais Ton petit frère? mon petit frère, ouais, de 2 ans, mon cadet, ouais. Il était épileptique, tu vois. Il était épileptique, mais l'épilepsie, ça n'a jamais tué personne, tu vois. C'est pas une maladie mortelle. Tu peux avaler ta langue et faire un arrêt cardiaque, voilà, mais tu peux pas mourir d'une crise d'épilepsie. Et en fait, mon frère, il décède, sauf que ça arrive après le Covid, etc. Donc potentiellement le vaccin, on se pose la question, il fait un arrêt cardiaque, donc tu vois, plein de questions. Mais en tout cas, c'est un truc qui arrive, et moi je suis là, tu vois, ce jour-là, donc c'est un drame, moi ça m'a foudroyé, tu vois. C'est-à-dire que c'est moi qui étais là, c'est moi qui ai découvert le corps. Il a fallu tenter de le réanimer, il a fallu appeler les secours, tu vois, mais moi j'étais gendarme, donc je sais reconnaître un cadavre, tu vois, donc il était déjà décédé malheureusement, et voilà, je te laisse imaginer, t'appelles les secours, ils te disent ouais, faut continuer à masser, mais toi tu sais que c'est fini, tu continues à masser un cadavre. Enfin, franchement, c'était des images que je garderai en tête comme si c'était hier, et oui, ça m'a traumatisé, mais au-delà de ça, ce qui m'a traumatisé ce jour-là, c'est de l'annoncer à ma mère, en fait. Ouais. Tu vois, moi, j'étais gendarme, j'ai fait 5 ans de gendarmerie, donc j'ai dédié un peu ma vie et j'étais vraiment investi en plus dans ce métier à sauver des vies, sauver des gens. Et tu vois, j'ai pas pu sauver mon frère. Et je dois annoncer à ma mère. Tu vois, c'est un peu comme si j'étais parti en mission avec mes gars et j'en perds un et je dois rentrer annoncer à sa femme tu vois, que j'ai perdu le gars, tu vois. Bah là, c'est un peu ça. Tu vois, j'annonce à ma mère, je dis maman, j'ai échoué, tu vois, on rentre sans mon frère, quoi. Et là, ma mère, tu vois, même ma mère qui me dit c'est pas possible, téléphone, c'était horrible, tu vois, elle me disait tu peux pas me dire ça. Et de suite, t'as la culpabilité et tout. Ça m'a vraiment énormément atteint, mais tu t'en rends pas compte de suite. Tu vois, parce que tu dois Tout se assurer. passe vite, j'imagine, dans ta C'est tête. ça. Et il y a la suite, c'est toi qui dois assurer du coup le rôle. Bah, tu dois, ouais. Le père Voilà, n'est le pas là. pilier, voilà, c'est ça. Ma mère, elle est Effondré, enfin, éteinte. ouais. Tu vois, déjà, je te donne l'exemple, c'est des choses que j'ai jamais racontées, ça, mais en vrai, mon frère, pour te donner la scène, je le mets au sol, je le masse. Donc derrière, en fait, il a fait les crises d'épilepsie, donc il s'est un peu ouvert la langue, donc il y a un peu de sang, tu vois, donc il y a du sang par terre. En fait, quand le médecin légiste arrive, la police arrive, les médecins légistes arrivent, ils pensent que il met un obstacle tout de suite, tu vois. Ils pensent que ils disent, il y a eu quelque chose, tu vois. Donc après, ils ont vite compris que non, mais ils se sont dit, c'est un meurtre, quoi, tu vois. Et en fait, il a fallu nettoyer, donc j'ai appelé un copain
à mon frère, tu vois, je l'appelle, déjà lui pareil, il me dit: «Mais qu'est-ce que tu me racontes et tout?» Je lui dis: «Viens, on nettoie la scène pour que ma mère, quand elle arrive, avant les pompes funèbres, elle puisse voir mon frère, mais dans un bon état». Donc après, on le met dans le lit, tu vois, on a nettoyé. Tu imagines? Je viens de perdre mon frère, je dois nettoyer une scène, tu vois? Enfin, c'est Ouais, c'est des choses que personne ne non, devrait avoir à. ça, c'est dur. Mais il faut assurer et du coup, en fait, je pense que c'est tout ça qui fait que, heu jusqu'aux obsèques et après une fois qu'on enterre mon frère derrière, bah c'est la dépression, tu vois. En gros, tu es sous pression et derrière tu fais une dépression et ça a duré, ouais, 4 mois. J'ai pris 20 kilos. C'était, ouais, période difficile et derrière donc en même temps la séparation avec mon ex qui arrive un mois après le décès de mon frère, en grosso modo, on est dans cette période-là. Mon ex est enceinte et mon fils qui va naître, en juin. Mon frère décède en janvier. En juin, mon fils naît, donc très compliqué à gérer aussi cette histoire de séparation, machin. Donc ouais, non, c'était et surtout que ça a été fait, dans le conflit. Donc ça a été une année noire, vraiment, clairement. Et comment tu t'en es relevé du coup de ça? Quand on a échangé, voilà, tu m'as dit qu'il y avait 3 choses qui t'avaient permis de tenir, donc c'est la famille, la religion et le tennis. Déjà, la religion, c'est moi, voilà, je suis de confession musulmane, donc forcément, c'est quelque chose mais peu importe la religion, finalement, la spiritualité, c'est quelque chose qui aide beaucoup de gens. On voit beaucoup dans le sport des personnes, souvent avec le christianisme aussi, des personnes qui se rapprochent beaucoup de ça. Beaucoup de musulmans aussi, c'est vrai que c'est des religions qu'on voit souvent dans le sport. Et c'est vrai que ouais, on s'en rapproche beaucoup, on s'y accroche quand on n'est pas bien. Malheureusement, c'est vrai que c'est quand on n'est pas bien qu'on y pense et ça fait du bien de se raccrocher à ça. C'est un petit peu un truc tu vois, une façon de se dire en fait, on est là que pour un temps, on sera ailleurs plus tard, donc ça te permet de relativiser aussi, de faire ton deuil, tu vois, sur ce genre de drame, parce que ça, c'est des choses c'est pas dans l'ordre des choses de perdre un petit frère, ou de perdre un enfant, tu vois? Quand on perd des parents, des grands-parents, même si c'est très dur, c'est dans l'ordre des choses. Là, c'est dramatique, en fait, aucun humain ne peut supporter ça, tu vois? Pour ma mère, c'était extrêmement dur et même aujourd'hui. Aujourd'hui, elle en souffre énormément, je le vois au quotidien. Donc c'est vrai que ce qui m'a aidé à sortir de ça, ça va être le tennis, en fait. Il y a la religion, en effet, ça m'aide à tenir, on va dire, à pas sombrer, à pas me mettre au bout d'une corde, tu vois? Clairement, parce que je suis musulman, on se suicide pas, clairement. C'est des choses auxquelles tu penses quand tu es dans le noir comme ça. Évidemment, le tennis, forcément, tu vois? C'est quelque chose qui m'a énormément aidé. D'avoir tu vois, ce rêve d'enfant de jouer au tennis et cetera, de me dire que mon frère, qu'est-ce qu'il aurait fait? S'il était encore là, bah, il aurait été à 100 dans le truc et bah, une fois que j'ai redécouvert le tennis quelque part, bah, je suis parti là-dedans, tu vois? Donc c'est des choses qui m'ont énormément aidé. Puis la famille évidemment, bah, d'être soudé avec ma famille. J'ai une petite sœur de 9 ans aujourd'hui. Au moment du drame, elle en avait 4 de moins. Donc elle avait 5 ans, 5-6 ans. Bah, il faut être là pour elle, tu vois? Et elle comprend pas, donc avec son âme d'enfant, tu vois, elle te dit: «Mais il est au ciel, pourquoi vous pleurez?» Tu vois? Oui, oui, non, Donc c'est beau, là, mais il faut être là, il faut assumer, il faut assurer, tu vois? Donc c'est ces 3 choses-là, mutuellement, qui m'ont permis de tenir. Mais le tennis, franchement, a joué un rôle, très, très, très important dans cette remontada, quoi, donc à partir de quand tu décides de te lancer sur les réseaux, comment ça se passe? Et du coup, quel est ton objectif en faisant ça? Beh, déjà sur les réseaux, j'étais déjà présent, quand j'étais sur la fin de ma carrière en gendarmerie, ma jeune carrière, hein, j'ai fait 5 ans. Sur les dernières années, j'ai commencé à investir dans l'immobilier et j'ai commencé à partager, j'ai toujours eu cet esprit de vouloir partager un petit peu aux gens, bah, mes aventures, dans les bons comme les mauvais moments. Donc je l'ai fait dans l'immobilier où j'ai partagé un petit peu mon 1er investissement. J'avais acheté un appartement, partagé un petit peu voilà, les avantages et les inconvénients de l'investissement, quelque part. Donc j'étais déjà dedans et en fait, j'ai complètement pris un virage. C'est-à-dire qu'avant, j'étais plutôt donc en effet dans l'investissement, préparer l'avenir, tu vois? Se projeter sur plusieurs années et quand mon frère décède et lui était complètement aux antipodes, c'est-à-dire que lui, c'était: «On vit au jour le jour, on kiffe». Il avait raison. Au final, il allait partir et moi, je le faisais chier, tu sais? Le nombre de fois où je me suis pris la tête avec lui sur ça: «Putain, mais achète, investis, vas-y, machin». Et on se prenait la tête parce qu'il avait pas du tout cette philosophie-là et au final, c'est lui qui avait raison parce qu'il est parti jeune, donc il a pu profiter. Ouais. Bah, là où il a au moins profité le temps qu'il était là, tu vois? Il a fait ce qu'il avait voulu et ben, en fait, moi, quand il est décédé, j'ai pris ce mindset-là, en fait
Et même si, en effet, il faut investir, etc., bien sûr, mais en fait, je me suis dit, mais mec, mais il se trouve, demain, t'es plus là. Ça se trouve, ta mère, dans 2 semaines, elle est plus là. Faut faire kiffer. Les gens autour de T'as qu'une toi. vie et tu C'est veux en ça. profiter, quoi. Faut pas faire n'importe quoi, parce que j'ai quand même des valeurs, des principes, donc je vais pas faire, tu vois, flamber. C'est pas dans mes valeurs, c'est pas dans ma personnalité. Mais par contre, voilà, un sport que j'ai toujours rêvé faire, que j'ai jamais pu faire, bah vas-y, je m'investis, mais je m'investis à 300%. Et c'est là que je me suis lancé là-dedans. Donc au décès de mon frère, euh, je regarde un peu, tu vois, je suis sur les réseaux, je suis chez moi, Netflix, machin, dans le noir. Hein. J'étais à ce moment-là policier municipal, donc je fais la transition gendarmerie-police. Donc je suis à la fois policier municipal et après dès que je rentre chez moi, tu vois, même la police, la police municipale, ça me faisait chier. Je me faisais chier en fait, parce que j'étais gendarme en unité d'intervention, donc je descends de compétences. J'étais pas bien, j'étais encore moins bien en fait. Ça m'a pas aidé, tu vois. Et donc j'étais chez moi, je prenais du poids, je mangeais Netflix, machin. Et puis là, bah, il y a Roland, il y a la Lever Cup. Tu vois, c'est une période où il y a quand même ces événements-là, surtout la Lever Cup avec le départ de Roger. Ouais. Les Que émotions, tu m'as dit que toi, t'étais un grand fan de Roger et ça t'a touché et ça ça m'a t'a. touché de malade. Et puis de voir les pleurs de Roger, de Nadal, tu vois, 2 icônes, tu vois, des gens avec qui on a grandi. On se dit putain, mais là on est en train de vivre un truc incroyable, tu vois. Et ça m'a ému de fou, et ça m'a redonné envie de jouer. Et j'ai joué avec un de mes meilleurs potes d'enfance, avec qui on a fait du foot, tu vois. Et on n'avait jamais joué, mais nul, tu vois. Et on est parti taper la balle. Et puis là, on s'est chauffé mutuellement. On s'est dit, tiens, mais si on prenait une licence dans un club et tout, et j'habitais donc sur Paris à ce moment-là, et le but c'était de rester sur Paris et de prendre la licence dans le même club que lui. Et en même temps, tu vois, qu'on jouait, j'avais envie de le foudroyer, tu vois. Donc moi, j'allais sur YouTube et je disais, comment on fait un coup droit, comment on fait un Ah, tu voulais revers. progresser, ouais. Et c'est ça. Et là, je tombe sur les vidéos, je tombe sur la chaîne YouTube de Jules Marie et d'Arthur Marie, tu vois, les 2 frères. Et donc, j'apprends avec leurs petits tutos, là, leurs petits tips. Et je tombe sur les vlogs de Jules. Putain, dinguerie, quoi. Voilà, en salle de muscu, je me tire un petit peu, je me relâche. Il y a mon adversaire de supposé aujourd'hui, mais finalement je pense demain, qui court là-bas. Je vois ça, je fais waouh. Et je ponce toutes ces vidéos de A à Z où il fait suivre son aventure sur les CNGT, les futurs. Et là, je me dis, mais c'est trop bien ce qu'il fait, je me régale, je finis sa chaîne. Il avait commencé 1 an avant que je regarde. Je regarde toute l'année que j'ai loupé et je regarde toutes les vidéos qu'il met. Je me régale. Et là, je me dis, mais mec, est-ce qu'il y a quelqu'un qui le fait au niveau amateur? C'est-à-dire avec autant de précision, montrer les avant, les après, la préparation, l'échauffement de ça. Et là, je vois que personne ne le fait. Je vois que des mecs mettent les matchs, mais ils mettent pas la préparation, l'état d'esprit, ce qu'ils ressentent, leurs émotions, etc. Donc je me dis, bah, je vais faire ça. Je vais faire ce que fait Jules, mais en amateur. Donc très inspiré par Jules. Et donc, je me suis dit, bah, tu sais quoi, vas-y, je vais filmer mes matchs, je vais filmer la totalité de ce que je vis, en fait, lors d'un match, avant, après. Et je vais le diffuser. Et c'est parti comme ça. Alors là, lui, il joue sur mon revers haut, forcément, c'est gênant avec le vent. Avec 4-3. Faut conserver mon service, là, c'est important. Ouh. Oh, la petite mimine là. Puis après, je commence à filmer un match avec un pote. Puis j'ai refilmé un deuxième match, et ainsi de suite. Et là, j'ai vu que il y avait des petites vues. Je me dis, putain, c'est pas mal. Et là, c'est parti. Premier match en compétition. Et ça s'est lancé. Ok. Et tu t'es fixé un objectif clair. Seconde série. Voilà. Je me suis dit, un mec pour qui moi, part de rien, non classé. C'est ça. Pour arriver seconde série. Donc, et à quoi, à 26, 27 ans 27 ans. Ouais. En fait, je me dis, pour moi, j'ai toujours eu cette image du tennis, genre 15 ans. 15 ans, ça joue, tu vois. Ok. Donc, je me suis toujours dit ça. Je me suis dit 15-1, ça joue. Après, quand j'ai commencé à m'intéresser au classement, je me suis dit, bah en fait, 15-1, c'est le dernier classement de la 3e série. Ouais. Après, tu passes 15. Bah, je me suis dit, tu sais quoi? Je veux être un vrai joueur de tennis, il faut que je sois 15. Okay. Tu vois? Tu nous traites tous de merde, quoi. Les 15-3, les 15-4. Non, je rigole. Aujourd'hui, je suis 15-4, mais on est nul à chier. Mais c'est pour ça que, et puis même, je vais plus loin. C'est-à-dire que je dis que même les secondes séries, on est nul à chier parce que, tu vois, on doit payer encore notre inscription. On doit. Tu fais first, t'étais là. Voilà, tu fais first. Et puis, tu vois, il y a que les joueurs professionnels qu'on peut respecter. Tu vois, nous, on est nuls. Tu vois, les mecs, ils vont te juger alors qu'ils sont 15-3, 15-2. Ils disent que toi, t'es nul. Mais les gars, mais fermez-la, vous êtes nuls à chier. Tout le monde il y a toujours un gars qui va te mettre 0 et 0, donc détends-toi. C'est un sport en fait qui apprend l'humilité, alors que le sport en lui-même, dans l'environnement, la communauté de ce sport est vachement égocentrique et manque beaucoup d'humilité, je trouve. C'est un sport qui manque beaucoup d'humilité, mais
il t'apprend l'humilité. C'est un peu particulier comme quand t'es sur le terrain, t'es vachement humble parce que tu te rends compte que t'es nul. Mais quand t'es à l'extérieur, t'es là, tu bombes le torse, je suis le meilleur. C'est particulier comme sport, mais c'est super intéressant, tu vois. Avant de parler de ce que ça t'a apporté, parce que tu as vécu des trucs de dingue grâce à ça, Ouais. cette aventure, tu la vis à deux, parce que tu rends beaucoup hommage aussi à ton frère par des posts, par des vidéos. Voilà, est-ce que tu peux un peu nous raconter pourquoi c'est important pour toi? Pour moi, c'est super important parce que mon frère, en fait, si tu veux, moi, j'ai beaucoup de regrets par rapport à mon frère. C'est que bon, évidemment, le décès, je me suis beaucoup senti coupable aujourd'hui. J'ai quand même relativisé là-dessus. Je me dis que j'ai eu la chance d'avoir été là et c'est moi qui ai pu m'en occuper plutôt que ma mère. Ça aurait été plus dramatique, je pense. Donc, quelque part, je remercie Dieu, tu vois, d'avoir fait ça. Donc, mais je me suis beaucoup senti coupable par rapport à ça et beaucoup par rapport à comment je me suis comporté avec mon frère, où lui me voyait comme le modèle. Et c'est vrai que j'ai toujours été vu comme le modèle parce que je réussissais tout ce que j'entreprenais. J'étais à l'école, ça se passait bien, j'avais jamais eu de soucis. Et mon frère était un peu plus turbulent, c'était un peu plus compliqué. Et moi, j'étais beaucoup comme moi, je manquais de confiance en moi par rapport à mon physique, on pourrait en parler, des choses comme ça. Mon frère était le petit mignon, le petit BG de la famille, tu vois. Et moi, en fait, j'avais cette souffrance-là de pas être ce que je voulais être physiquement. Et lui, il avait cette souffrance de pas être ce que j'étais intellectuellement, tu vois. C'était bizarre. On n'avait pas de jalousie, mais moi, je me comportais quand même de manière un peu jalouse, honnêtement. Je pense, et du coup, je m'en suis voulu grave à son décès. Je me suis dit, putain, mais j'ai pas profité vraiment de mon frère. Et de toute façon, quand quelqu'un part, tu regrettes toujours de pas avoir profité assez. Et tu te rappelles de la dernière dispute et tu te rappelles. Et donc ça m'a fait très très mal. Donc c'est vrai que pour moi, mon frère, c'est important aujourd'hui de montrer au monde que c'était le meilleur d'entre nous, tu vois. Honnêtement, c'était lui. S'il y en avait un qui devait partir, c'était moi, c'était pas lui, tu vois. Et aujourd'hui, moi, ça me fait souffrir de me dire je suis encore là, alors que lui, il est parti. Et c'était lui le mec bien, en fait, dans l'histoire. Tu dois faire un tour du salon, c'est mort. Ah, tu te démerdes. Et du coup, j'essaie de montrer, tu vois, de lui rendre hommage et de lui dire t'inquiète, je t'oublierai jamais et je suis là, tu vois. Et je me souviendrai toujours de ce que t'as fait et je vais aller au bout pour toi. Et même aujourd'hui, des fois, j'échoue dans ce que j'entreprends, tu vois. Et je m'en veux, je me dis putain, mais lui, il aurait pas échoué, tu vois. Donc c'est important pour moi à chaque fois de lui rendre hommage, de me rappeler de lui et de montrer aux gens ce qu'il a été, tu vois, en véhiculant un petit peu ses valeurs à travers cette aventure. Bah, c'est super beau en tout cas, et ça te permet de faire perdurer sa mémoire, donc franchement. Et puis c'est une thérapie aussi. Aussi, non mais carrément, ça peut psychologiquement c'est important. Et donc cette aventure sur les réseaux, comme on l'a dit un tout petit peu avant, ça t'a permis de vivre des choses dont tu n'avais jamais eu l'idée, dont tu n'avais jamais rêvé. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Juste, j'en profite pour rebondir, c'est la semaine dernière, tu as joué avec Gilles Simon par exemple. Donc ça, voilà, tu vois, numéro 6 mondial, enfin ancien numéro 6 mondial, je veux dire. Donc, mais en plus, la manière dont ça arrive, c'est que c'est n'importe quoi, tu vois. En fait, il n'y a pas que ça, mais est-ce que tu peux déjà nous raconter ça et puis d'autres choses? déjà, taper avec Gilles, en fait, faut savoir que c'est un documentaire qui est réalisé par l'équipe qui va sortir dans quelques semaines, au mois de mai, avant Roland-Garros. Et en fait, ils font un documentaire sur le mental, tu vois, au tennis. Donc déjà tu te dis, mais en fait, ils sont venus me voir moi parce que je fracasse des cadres, en fait. Honnêtement, tu vois. Du coup, je me dis, mais c'est n'importe quoi, tu vois. Alors, tu casses des raquettes et on vient te voir pour ça. Donc j'en suis pas fier, hein, très honnêtement, mais en fait, ça récompense l'authenticité, tu vois, ça récompense en fait l'honnêteté de la démarche. Oui, parce que tu casses pas des raquettes pour passer à la télé ou pour passer dans des reportages, tu vois, t'es toi-même et J'ai même honte de le faire, tu vois, et de le montrer, mais je le montre parce que c'est ça le tennis en fait. C'est pas casser des raquettes le tennis, mais c'est le combat contre soi-même sur le terrain. Et donc en fait, donc c'est arrivé dans ce cadre-là, et Gilles Simon, qui est quand même un des mecs qui est connu pour avoir un sang-froid quand même énorme. Et pour avoir écrit un livre qui s'appelle Ce sport rend fou. Exactement. Mais au final, quand tu lui parles, il te dit, mais moi, je me suis juste contenu toute ma vie et des fois, j'ai craqué. Et il nous l'a dit. Et il te dit, c'est normal de craquer, c'est un sport de malade. Tu vois, donc même lui qui a pourtant plutôt cette image-là de mec qui se contient, tu vois, de mec qui est capable de faire déjouer l'adversaire, etc. Au final, quand tu lui parles, il te dit, ouais, mais ça, c'est l'image qu'on m'a donnée, mais c'est pas la réalité. Donc,
j'ai trouvé très intéressant l'échange. Et puis oui, de taper avec lui, c'était incroyable. Donc ouais, ça c'était assez fou, en effet. Mais c'est juste la continuité de tout ce que j'ai vécu. Le premier truc dingue que j'ai vécu, c'est d'être. J'envoie en fait un mail avec un autre youtubeur qui s'appelle Amorti Retro, qui partage un peu ses matchs. Et on se dit, vas-y, viens, on essaie d'envoyer à l'Open Sud de France. C'était l'Open Sud de France à l'époque qui est devenu Open Occitanie, l'ATP 250 de Montpellier. Et on dit, vas-y, viens, on envoie un mail pour avoir une accred. Tu vois, nous, une accred, on se dit, ouais, c'est que pour les journalistes, tu vois. On dit, c'est un truc de fou. Et ben, on envoie le mail et ils nous acceptent. Mais je devais avoir 6000 sur Insta, je crois, c'était au début, c'était il y a 3 ans. Et là, incroyable, on a pu aller à la conférence de presse. Mais je me souviens, j'ai pris des photos dans la salle de presse où je me prenais pour. J'étais fou, quoi. C'était incroyable. Je dis, putain, je suis là, je suis à la télé, en fait. Pour moi, je suis à la télé. Je suis là où il y a les journalistes qui posent des questions, etc. Et donc, ouais, c'était un vrai petit rêve qu'on vivait, tu vois. On se disait, putain, mais c'est incroyable. En fait, on a accès à des choses auxquelles je n'aurais jamais cru pouvoir avoir accès. Donc, ça, c'était incroyable. Donc, après, ça s'est enchaîné. J'ai eu Wimbledon avec Beansport. Ça, c'était pareil. Il m'appelle, il me dit, Jawad, on te veut. Donc, t'es allé à Wimbledon? Je suis allé à Wimbledon. Ok. Pour faire quoi? Pour couvrir le dispositif Beansport. Donc c'était dans le building des médias en fait, où on couvrait. Donc on était sur le plateau de Center Court, je crois, c'est ça, le Centre Court, l'émission, avec Tatiana Golovin, Marie Patrux, des nanas que je voyais à la télé, tu vois, et qui sont excellentes. Tu vois, Marie Patrux, c'est vraiment une super présentatrice. Donc et non, c'était un vrai rêve que je vivais. Fred Viard, Fabrice Santoro, enfin tu vois, j'ai pu interviewer Fabrice Santoro. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Acharné, on y est, on est à Wimbledon. Regardez, petit micro, je suis en mode journaliste là. C'était exceptionnel. Et puis il y a juste Wimbledon. Là, c'était un vrai rêve. Là, j'ai vraiment eu la sensation de passer un cap. Et j'ai eu un super partenariat avec Babola. Donc pareil, tu vois, tu te retrouves sur le même fichier Excel qu'Alcaraz. Tu te dis, mec, t'es qui en fait? Ouais, bah, en plus, c'est surprenant parce que tu dis un joueur amateur Ouais. qui est, je sais pas, à l'époque, t'étais peut-être même pas 30, je sais pas. J'étais 15-4. J'étais 15-4. 15-4, tu te dis un partenariat avec Babola, bon, bah, c'est cool quoi, parce que. C'est lunaire et en fait, c'est ça qui est beau, c'est qu'en fait, dans un sport qui est conservateur, globalement, tu as quand même des gens qui essayent de le populariser, pas en parlant de moi, en parlant des marques directement, tu vois, des gens qui bossent pour les marques. À Babola, en fait, c'est des personnes qui me suivaient sur les réseaux, qui ont kiffé la vibe et qui ont dit, on va lui donner sa chance. Alors que franchement, je suis là, je suis assez grossier dans le tennis, tu vois. Je suis assez grossier, je suis là, j'arrive, je fais mes trucs, je m'énerve, je suis costaud, tu vois, je suis plus une carrière de rugbyman que de tennisman. Je suis rebeu. Donc tu vois, tout va à l'encontre un petit peu de l'archétype du tennisman, tu vois, qui est par exemple Goran. Goran, c'est l'archétype du tennisman, tu vois. Il est cheveux longs, tu vois, il est fin, il est athlétique, tu vois, le petit blanc. Et tu te dis, mais en fait, c'est génial. Et en fait, ça montre la diversité et c'est excellent. Et j'aime bien avoir ces deux profils-là, tu vois. Parce que moi, ce que fait Goran, je kiffe. Et en même temps, j'aime bien qu'il y ait aussi mon profil qui soit accepté. Et bah, voilà. Oui, parce que franchement, quand tu fais des tournois ou même des interclubs ou n'importe quoi, tu tombes sur toutes sortes de profils. Enfin, il n'y a pas que des. Mais en fait, le tennis amateur, c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est pour ça. Multivers, tu vois. T'as des mecs qui ont, je sais pas moi, un ventre de buveur de bière par exemple, mais les mecs ils te mitraillent, ils couvrent le court comme personne. Enfin, et tu te dis mais comment c'est possible? Et on devient dingue. Mais et voilà, c'est ça le tennis, carrément. Donc ouais, non, c'est un vrai régal de voir ça et de voir que les marques en fait peuvent être sensibles à ça. Ce que je ne pensais pas au début. Je pensais pas qu'une marque comme Babola je pourrais bosser avec eux. C'était impossible pour moi. Donc non, c'était génial et je les en remercie parce que ça m'a fait rêver pendant une année avec qui j'ai partagé des choses folles. On a été à l'Open 13, on a pu jouer sur le court central à l'Open 13. Ça, c'est exceptionnel et ça, c'est grâce à Babola. Après, j'ai eu la chance de faire l'UTS. Voilà, je remercie évidemment Patrick Mouratoglou, c'était exceptionnel. J'ai pu le rencontrer sur un événement avec ASICS aussi, c'était génial. Enfin bref, que des choses incroyables. J'ai pu jouer sur le court dans les arènes de Nîmes. Okay. Incroyable. Donc en fait, tous ces moments-là, j'ai passé quelques moments avec Gaël, mon fils, on a discuté de tout et de rien. Mais pareil, super accessible. Et en fait, toutes ces choses-là, tu te dis, mais mec, mais c'est juste en faisant quoi? En prenant un téléphone et en me filmant, en faisant mon aventure, en fait. Et surtout, en étant moi-même, tu vois, sans jouer un rôle, que je plaise ou non, tu vois. J'ai pas cherché à quoi que ce soit, en fait, ça m'est arrivé et j'ai pris ce qu'il y avait à prendre.
Et j'avoue que ça, j'en suis fier par contre, c'est de pas avoir joué un jeu, jouer des coudes avec d'autres personnes, essayer d'écraser quelqu'un. C'est vraiment, je fais mon aventure, les gens viennent et j'accepte et c'est top. Et je vis quelque chose de dingue grâce à ça, mais jamais en essayant d'écraser quelqu'un d'autre, tu vois. Et j'aimerais qu'on parle d'un truc important, c'est, donc tu véhicules souvent ce message pardon, c'est ne rien lâcher, Ouais. ne jamais abandonner. Tu es un acharné. C'est pour ça que j'appelle ma commu comme ça, tu vois. Voilà. Ouais. Tu m'as raconté que, financièrement parfois ça avait été dur. Même en ce moment, tu as un boulot de nuit pour te permettre de faire, tes réseaux, de t'entraîner, de jouer. Il y a un moment où tu as eu quelques jours où tu as vécu dans ta bagnole, dans ta voiture et tu as jamais rien lâché et là ce qui t'arrive c'est quand même super et je voudrais qu'on en parle aussi, tu vois, de ça et de l'aspect financier parce que c'est pas facile non plus d'allier les 2, tu vois? Dans les objectifs que je me suis fixés quand je me suis lancé sur les réseaux, il y a eu un des objectifs qui est assez fou, qui est de vivre de ça, tu vois. Et pour vivre des réseaux aujourd'hui, bon, on voit qu'il y a des influenceurs qui explosent et c'est génial, ils arrivent à en vivre assez largement. Mais dans le tennis, c'est quand même pas évident, tu vois. C'est quand même une niche, donc c'est dur. Donc moi, j'ai fait ce pari fou. Quand j'ai commencé, donc j'étais sur Paris en tant que policier municipal. Je suis redescendu dans le sud par rapport à ce qui s'est passé avec mon frère pour être proche de ma mère et de ma sœur, donc à Perpignan. Et là, j'ai ouvert une société de conciergerie immobilière, mais ça, je ne l'ai pas développé parce que je passais mon temps sur le terrain. Honnêtement, je me suis un peu voilé la face avec cette société. J'avais 2 clients et au final, j'ai vite laissé tomber parce que je voulais jouer au tennis. Et donc là, il est arrivé une problématique, c'est que j'avais juste le chômage et avec le chômage qui était de 1 000 balles, tu vois, tu peux pas vivre. Donc j'ai ma mère qui m'a beaucoup aidé parce que j'ai vécu chez ma mère. Après, j'ai fait un CQP, certificat de qualification professionnelle pour être prof de tennis, pour envisager éventuellement d'aller au DE. Au final, j'ai pas eu le classement. Donc en fait, c'est une longue période qui dure 1 an et demi, où tu es dans une instabilité que j'avais jamais connue parce que j'ai toujours été carré, tu vois, gendarme, je veux faire ça, paf, paf. Et en gendarmerie, j'avais une sécurité de l'emploi, j'étais en CDI. Donc, Ouais, ce qui est aussi, tu en as parlé avant, une réussite, oui. surtout quand tu es issu de banlieue parisienne, tu te dis: «C'est la sécurité, j'ai réussi, je suis bien». Ah ouais, Il faut oser quitter tout ça pour te dire, bah «Moi ouais. ce que je veux c'est jouer au tennis». C'est Et c'est aussi, ton frère qui t'a aidé là-dedans dans le mindset parce que, voilà, tu as qu'une vie, faut te faire plaisir. Mais bon, pour autant, il faut quand même assurer, financièrement, quoi. T'as pas le choix, t'as pas le choix. Et quitter la gendarmerie, ça a été un choix que j'ai assumé et aujourd'hui je regrette pas du tout parce que j'avais d'autres raisons aussi. Ça me plaisait plus tout simplement. Mais par contre, ouais, tu prends un risque de malade. Il y a des mecs qui m'ont regardé, ils me disaient mais qu'est-ce que tu fais, mec? Qu'est-ce que tu fais? T'as 25 ans, 26 ans. J'avais 26 ans quand j'ai quitté et tu quittes l'institution. T'es fou, quoi. Et oui, et encore plus quand j'ai dit je vais vivre des réseaux. Mec, t'es fou. Et donc, ouais, en fait, c'était très compliqué. Et en effet, bon, j'ai eu la chance d'avoir ma mère qui m'aide encore beaucoup aujourd'hui et je la remercie parce que franchement, elle s'investit à 200%, même si des fois, elle me défonce. Par contre, dans les mots, elle me dit des trucs. Des fois, elle me dit, mais ton truc, ça sert à rien, ça ne marchera pas. Pourtant, elle m'aide. Tu vois, c'est un peu particulier, c'est paradoxal. Mais en fait, elle a juste peur de ce que je C'est fais. normal, elle a peur, pour Eh son ouais. fils, quoi. Elle veut que tu sois bien, quoi. Exactement. Et elle dit que j'ai 30 ans et je suis en train de faire le guignol sur le net. Et du coup, elle se dit, mais ça va où son histoire? Donc, en effet, mais je m'accroche parce que j'y crois. Pour moi, il y a la possibilité de vivre de ça. Maintenant, oui, j'ai eu des périodes compliquées comme dormir dans ma voiture. Ça arrivait, je me prends la tête avec ma mère, je vis chez elle à un moment donné. Je me prends la tête avec elle, elle me jette. Logique, parce que j'ai été odieux et c'est gentil qu'elle m'ait repris derrière, tu vois? J'ai été exécrable, j'ai très mal parlé et donc elle me dit, «Voilà, tu t'en vas, tu sors de chez moi» et du coup, elle m'a dit de revenir au bout d'un jour, hein. Mais moi, fier comme je suis, je dis: «Bah non, c'est bon, tu m'as jeté», alors que j'étais en tort complet et je reste dehors et j'avais des tournois à jouer à ce moment-là, notamment un. Et en fait, du coup, j'ai vlogué. Donc à un moment, je vlog, je suis sur une aire de repos, je fais mon intro sur une aire de repos, je me suis douché dans la douche des routiers. J'ai dormi dans ma voiture. La voiture, j'ai mis le chauffage qui caillait, j'ai mis le chauffage toute la nuit. Le lendemain, je me réveille, la voiture s'allume plus. Plus de batterie, Ouais. tu vois? Parce que je suis un guignol, évidemment, j'ai pas laissé le moteur tourner, tu vois? J'ai mis je crois ouais, c'est la clim, je crois, il faisait chaud, c'est l'inverse. Il faisait super chaud, je mets la clim, mais sans le moteur tourner. Alors je mets, la ventile, quoi. Plus la radio, voilà. Le lendemain, il faut que je fasse dépanner la voiture. Donc et j'avais tournoi.
Donc ouais, j'ai joué 5 jours comme ça sur une aire de repos à faire mes montages dans l'espace Wi-Fi, tu vois, l'espace coworking. Ouais, ça te fait réfléchir. Mais en même temps, tu vois, j'étais dans la voiture et je rigolais comme un guignol, tu vois. J'étais là, je disais, mais en vrai, tu peux pas ne pas réussir après ça, en fait. Oui, oui, tu as vécu des trucs tellement durs que tu te dis, et tu es toujours là, tu es C'est toujours, ça. Tu dis, en fait, là, t'es sur une aire de repos, comme un guignol, en train de te doucher dans des douches de routier. Ça se trouve, il y a un routier qui te frotte, il va dire, mais qu'est-ce que tu fous là? C'est à nous. Enfin, et en fait, tu peux que réussir. Parce qu'à la fin, en fait, l'histoire, elle est tellement belle que. Mais il faut réussir, par contre. Que si tu réussis pas, Non, c'est sûr, parce que là, tu vis pas totalement. Non. Tu as un peu de rémunération par rapport à ça, mais donc tu as aussi un CDI Ouais, en heureusement. hôtel de nuit. Mais tu te dis, tu es sur la bonne voie. Tu as bien fait de pas lâcher, quoi. Ouais, il a fallu se remettre en question. Tu sais, c'est frustrant de se dire, je me lance dans l'entrepreneuriat et derrière de devoir redescendre. Parce que quand tu es entrepreneur, tu as une âme d'entrepreneur. Mine de rien, quand tu dois repasser sur un CDI, franchement, c'est dur. Dans la tête, en fait, tu as l'impression de redevenir une merde. Je veux pas dénigrer les CDI, mais quand tu es auto-entrepreneur, que tu as cette âme libre, tu reviens, en fait, tu es prisonnier d'un patron, tu as l'impression d'être une merde. Vraiment, très clairement, de revenir en arrière. Mais il faut avoir aussi cette humilité-là, tu vois, de se dire, bah, en fait, si je veux que mon aventure continue, il faut que je rentre des sous, tu vois. En plus, moi, j'ai des impératifs par rapport à, bah, j'ai une pension alimentaire à payer, parce que c'est pas moi qui ai la garde de mon fils, donc il faut la payer, la pension alimentaire. Il faut aussi être présent pour le quotidien, payer ses factures. Enfin, il y a des choses de la vie qui te rattrapent, hein. Donc, oui, de trouver ce boulot, ça m'a permis de trouver une stabilité. C'est récent, ça fait 4 mois maintenant. Donc, et ça m'a permis de continuer. À un moment, je me suis posé la question si j'allais arrêter, hein. À moins 800 sur mon compte, j'arrête avec Babola, parce qu'en fait, Babola ne souhaite pas me rémunérer sur l'année d'après. Première année, on ne rémunère pas. Je me suis dit, l'année d'après, bon, ils ne souhaitent pas, pas de souci, c'est leur politique. Bah, moi, je me dis, bah, j'arrête avec eux. Il faut que je trouve une marque qui me rémunère, parce que sinon, je suis mort. Tu vois, et donc, j'ai rien, j'ai plus rien. Je devais signer avec Ed. Ça se fait pas, tu vois, au dernier moment. Putain, je me dis, mais en fait, j'ai plus rien, quoi. Et donc, là, je me retrouve, plus rien, plus de chômage, zéro. Ouais, il faut RSA, quoi. rebondir, là. Ouais, c'est clair. C'est soit tu trouves un taf, soit RSA. Bah là, je me suis dit, vas-y, je vais trouver de l'intérim. J'ai fait 3 semaines d'intérim à la Fnac. Et ensuite, je trouve ce poste-là. J'avais postulé sur Indeed, tu vois, et on me dit, ok, on vient à un entretien et ça se passe super bien, je prends le poste. Et au moins, ça me permet de bosser la nuit et de pouvoir faire mes montages pendant ce boulot qui est assez calme, en fait, globalement. En tout cas, l'hiver. L'été, ça sera autre chose. Mais l'hiver, c'est plutôt calme. Donc, j'ai des tâches à réaliser. Mais une fois que je les ai réalisées, j'ai du temps. Et puis, de pouvoir m'entraîner en journée et de faire des contenus, tu vois, de venir sur Paris, sur mes jours de repos, choses comme ça. Ça me permet, en fait, de jongler un peu à l'arrache, mais avec tout. Et de pouvoir continuer sur tout ça. Tu m'as raconté que tu avais un rêve ultime, ton plus grand rêve, c'est de jouer sur le Philippe Chatrier. Alors, c'est un de mes rêves, ouais, c'est clair. En fait, j'aimerais bien emmener mon frère sur le Philippe Chatrier, tu vois. C'est un truc, c'est symbolique. Aujourd'hui, même, je pense qu'on peut les louer, les cours. Je sais pas sur faire le Chatrier, mais je sais qu'on peut, on a accès, en tout cas, on peut jouer sur le Langlaine. C'est quelque chose qui est faisable, alors qui n'était pas faisable il y a quelques mois, tu vois. Donc aujourd'hui, on va te dire, waouh, ça va, c'est rien ton truc. Mais pour moi, c'est symbolique, tu vois. Je vais jouer sur le plus beau cours du monde. À mon sens, quand même, c'est Roland. Je regardais à la télé avec mon frère, tu vois, il y a un symbole assez dingue. Donc de jouer dessus, là, ouais, je me dis, ouais, franchement, ça serait énorme. Donc j'espère le faire un jour. Je suis pas si loin, je pense qu'il y a moyen. Tu vois, On lance un appel. Ouais, si Gilles Moreton, Amélie, s'il te plaît, ça serait incroyable. Non, mais en vrai, ça arrivera quand ça arrivera. J'ai pas envie non plus que ça me soit servi sur un plateau. Si ça doit arriver lors d'un événement, c'est une consécration de dire, tu vois, je suis parti de jouer sur un cours dans mon quartier, sur un terrain de basket, et au fur et à mesure du travail, de l'abnégation, au final, je joue sur le Chatrier. Il y a un côté, tu vois, ne pas. J'ai une ex-copine qui connaissait bien Gilles Moreton, tu vois, et elle voulait me l'offrir. Bon, au final, on s'est séparés, donc elle m'a dit, ah bah, tu vois, tiens, j'ai failli t'offrir ça, bah finalement, tu l'auras pas, tu vois. Bon, il y a pas de souci, je lui en veux pas. On s'est séparés en très bons termes, mais du coup, je l'aurais pas apprécié, tu vois. C'est parce qu'elle me Oui, l'offre t'as envie que ça soit toi, voilà, de j'ai envie toi-même. que ça vienne de mon travail et pas de quelqu'un me l'a offert parce que je connais. J'aime pas trop ce truc de pistonnage, tu vois, c'est quelque chose que auquel j'ai jamais adhéré. Je préfère le faire, la méritocratie, je préfère.
Pour finir, Jawad, j'ai envie de te poser une question, c'est quelle est la suite pour toi? Quels sont tes projets? Est-ce que tu veux évoluer sur d'autres plateformes? Je sais pas, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bah, écoute, la suite, c'est, d'essayer d'atteindre déjà mes objectifs sportifs, tu vois? Je me suis fixé 15, j'en suis loin, il y a encore beaucoup de travail. J'ai encore beaucoup de travail sur moi-même aussi, sur le plan physique, tu vois? Perdre du poids, quelque chose que j'ai énormément de mal à faire, depuis, quelques années, tu vois? Il y a l'âge aussi, j'ai 30 ans, donc c'est beaucoup plus compliqué. Mais voilà, donc il y a ces objectifs-là un peu personnels, heu, vivre de ça complètement, c'est-à-dire pouvoir lâcher le CDI, tu vois? Donc vraiment vivre du côté artistique parce que c'est ça que j'aime et après franchement, je me ferme aucune porte, tu vois? Là, je suis dans le tennis et j'adore ça et je vais continuer à faire du tennis, mais pourquoi pas faire autre chose, tu vois? Franchement, je suis ouvert à tout ce qui est dans l'audiovisuel me plaît, tu vois? Donc j'aime beaucoup, cette idée, d'être à la caméra, de pouvoir véhiculer des messages, passer des émotions, tu vois? Donc c'est des choses qui me plaisent et raconter des histoires, c'est donc et surtout des histoires authentiques donc ouais, être dans l'audiovisuel, ça c'est sûr. Dans quoi, je verrai, mais en tout cas déjà atteindre mes objectifs sportifs au tennis, ça sera déjà un beau projet déjà. Et sur les réseaux, est-ce que tu te fixes aussi des objectifs? Il y en a plein, tu vois, je sais pas, en termes de followers, en termes de Bah, ouais, forcément, tu as toujours envie de monter, là, tu vois, je suis un peu plafonné à 15 000 un peu partout, si je pouvais déjà atteindre les 20 000 un peu partout, ça serait génial. C'est souvent abonnez-vous parce que souvent les gens ne s'abonnent pas. J'ai énormément de gens qui me suivent, tu sais, je les croise dans les tournois et les mecs, mais ils sont affolés, genre c'est: «Taya Jawad» sans vouloir, sans prétention aucune, tu vois? C'est génial, moi ça me fait plaisir. Puis je leur dis: «Les gars, on est des êtres humains, hein, vous inquiétez pas, on discute et tout». Mais les mecs sont: «Ah Jawad et tout, je te kiffe» et du coup, je leur dis: «Je me suis où?» Et ils sortent leur téléphone: «Bah, je te suis là». «Bah, tu pas abonné mec». Tu vois? OK. Tu vois, c'est dingue et les gens n'ont pas ce réflexe-là. Donc abonnez-vous, c'est super important pour nous. Après je fais pas une fixette sur les statistiques, tu vois? Je sais que dans le tennis, c'est quand même très difficile, c'est niche. Voilà, après j'ai des objectifs, j'ai des projets, des gros projets comme par exemple un qui est connu, le Tour de France du tennis, tu vois? D'accord. J'aimerais bien aller dans les clubs et je dis Tour de France, mais c'est France et pays frontaliers, parce que je suis très suivi en Suisse, Belgique, Luxembourg, tu vois? Donc j'aimerais bien aller, dans des clubs, Voir ta communauté, voir les voilà, clubs et jouer soit les tournois de leur club, soit faire une soirée événement, animation et cetera et rencontrer les gens, tu vois? Moi, je kiffe être au contact des gens. C'est ça que j'aime. On en a pas parlé, mais ma communauté, c'est quand même ma plus grande force, je pense, depuis que je suis dans cette aventure, parce que les gens sont à fond et on se kiffe et on s'envoie des messages tout le temps, on partage nos matchs et tout. Et ça, j'adore, tu vois? Donc voilà. bon, bah, écoute Jawad, merci beaucoup, pour ton témoignage. Merci d'avoir été, sur mon podcast. Merci de m'avoir reçu. T'es un vrai acharné, donc je te Bah, souhaite moi aussi. le meilleur pour la suite. Je voudrais remercier l'agence UXO, qui nous a accueillis dans son studio dans le 11e arrondissement de Paris. Donc merci à Sébastien Bossy-Crossi et à Willy Clausel. Si vous cherchez un studio de podcast, tout est là. Il y a le matos, tout est de qualité, donc n'hésitez pas. Et rendez-vous très prochainement pour le 2e épisode d'Entre les lignes.